Saint-Valentin 1949. Malgré les recommandations de leur président central Gérard Picard, les mineurs de la Canadian Jones Manville Asbestos se lancent dans une grève inévitable. Une grève qui durera 4 mois et qui sera fondamentale dans l'histoire sociale du Québec. Le lendemain, ceux de Thetford Mines leur emboîtent le pas. Au total, environ 5000 syndiqués à la Confédération des travailleurs catholiques du Canada, l'ancêtre de l'actuel CSN, prennent ainsi la rue, hommes et femmes. Comme il fallait s'y attendre, le premier ministre Maurice Duplessis, un conservateur nationaliste très à droite, a tôt fait de déclarer cette grève illégale. Pourtant, les mineurs ne veulent que l'élimination des poussières d'amiante, dont on commence à craindre les effets sur la santé, ainsi qu'une hausse salariale de 15 sous l'heure et l'application, gros bon sens, de la formule RANT. Mais les patrons refusent toute négociation. La grève étant illégale, ils crient à la révolution communiste. Le régime Duplessis, lui, dénonce les syndiqués comme étant des saboteurs, des anarchistes. Ensuite, la compagnie reprend ses opérations au bout de 6 semaines grâce à des briseurs de grève, lesquels, soit dit en passant, sont mieux payés que ne l'étaient les grévistes. Ainsi, le climat devient rapidement toxique et les scènes de violence se multiplient. Tant et si bien que le 6 mai, une force policière, soit 200 gaillards de la dangereuse police provinciale, vient s'installer à Asbestos. C'est le point tournant. La restauration de l'ordre public est cinglante. Des centaines de syndiqués sont pris en chasse, arrêtés, brutalisés et accusés de tous les maux possibles. Pendant 3 jours, la loi de l'émeute permet à la police de Duplessis de dégrader quotidiennement l'insigne de la loi. À l'instar de brutes alcoolisés s'étant emparés d'une petite ville de frontière, la troupe du chef s'adonne au plaisir de la répression, du harcèlement, de la bêtise, du saccage. L'air d'Asbestos s'est épaissi de désespoir. Les mineurs enlèvent leurs plaques d'immatriculation avant de circuler en ville par crainte de la flagrante anarchie policière. Le fils du conseiller syndical Rodolphe Hamel est systématiquement battu, pour ne pas dire torturé, afin qu'il dénonce son père. Face à cela, les grévistes s'arment de bâtons, d'essieux, de matraques. D'autres jouent de la dynamite. Tant et si bien que la Jones Manville ne peut plus livrer sa production et sa main-d'œuvre scab doit se cacher. In extremis, l'abbé Philippe Camiran, curé de la paroisse et aumônier syndical, réussit à désarmer ses ouailles syndiqués, ce qui évite un massacre annoncé du fait de l'arrivée imminente de renforts policiers. Fait inusité en ces années d'après-guerre où la détestation appuyée du communisme est devenue liturgie sociale, la grève a attiré l'attention partout au Québec, et même ailleurs. Pourtant, malgré le prêchi-prêchant anti-syndical des pouvoirs législatifs, juridiques et en bonne partie religieux, la solidarité s'organise dès mars. Quelques conseils centraux de la CTCC affrètent des camions de vivres, pour une valeur de plus de 75 000 $, soit l'équivalent de 800 quelques milliers de dollars d'aujourd'hui. Cela s'ajoute aux 300 000 $ levés par la centrale et aux 14 000 des autres syndicats, sans oublier le résultat difficile à évaluer des autres levées de fonds. L'archevêque de Montréal, Monseigneur Joseph Charbonneau, brave ouvertement Duplessis en promulguant le 1er mai une mesure de solidarité populaire. Le brave homme ordonne en effet une quête à la porte des églises.
La classe ouvrière est victime d'une conspiration qui veut son écrasement, écrit le haut gradé religieux. Et quand il y a conspiration pour écraser la classe ouvrière, c'est le devoir de l'Église d'intervenir. Mal lui en prend. La carrière montante du prélat est définitivement brisée. La très duplessiste Église catholique est revenue à sa triste normale idéologique. Reste que cette quête rapportera 168 000 $. Au total, on peut parler d'une solidarité pan-québécoise particulièrement remarquable de plus de 6 millions en dollars d'aujourd'hui. En juin, un collègue moins progressiste de Joseph Charbonneau, l'archevêque de Québec Maurice Roy, est accepté comme médiateur et arrive à mettre fin au conflit. Le 6 juillet, tout est fini. Mais à quel prix? Seul gain de 15 sous de l'heure. La formule RAN est oubliée, de même que la poussière d'amiante. Quant au leader syndical René Roch, il passera 2 ans derrière les barreaux, à la prison de Bordeaux. Victoire patronale s'il en faut, le règlement sera vu par la CTCC comme une défaite, une signature à plat ventre qu'il faudra réparer dans les années à venir. Ce qui sera fait, foi de Gérard Picard. Mais à tout considérer, la grève de l'amiante de 1949, qui est aujourd'hui perçue comme ayant été la confirmation sans retour du syndicalisme ouvrier au Québec, a aussi été la démonstration de ce grand potentiel de solidarité populaire qui saura se réanimer à travers notre histoire.